les forces israéliennes qui sont en train de neutraliser plusieurs bateaux. Qu'est-ce que vous pensez de cette flottille de la liberté, de son égérie française Rima Hassan? Mais est-ce que Rima Hassan est française? Passeport, elle est députée. Sur quels critères de naturalisation Rima Hassan a-t-elle été naturalisée en 2010? Ah, mais moi je suis fier d'être marocain, je suis fier d'être tunisien, je suis fier d'être malien, je suis fier d'être algérien. Très bien mec, mais t'es en France. Et en plus tu portes la nationalité française. À la vérité, en France, on en a rien à talquer de tes origines. Mais pourquoi imposer cette espèce de suprémacisme alter-identitaire des origines à un pays dont ils portent pourtant la nationalité et dont ils devraient, de prime abord, exprimer leur affection et leur allégeance? Ça existe aussi côté israélien. Meir Habib, par exemple, a été conseiller de Benjamin Netanyahou. Est-ce que ça vous pose aussi problème? Bonjour à tous, chers amis d'Omerta. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau grand entretien d'actualité. Avant de démarrer, je vous rappelle de vous abonner à cette chaîne YouTube. La plupart d'entre vous qui nous regardez aimez nos contenus, mais ne sont pas abonnés à la chaîne YouTube. Et ça nous aiderait beaucoup parce qu'en ce moment, je dirais, la répression médiatique, y compris sur des plateformes, des réseaux sociaux, elle est très active. Et donc, sans votre aide, sans votre abonnement, eh bien, nous sommes pénalisés. Ça vous prend 2 minutes, c'est gratuit. Actionnez aussi la chaîne, likez, commentez, partagez cette vidéo et parlez d'Omerta et de la chaîne YouTube d'Omerta autour de vous. Je vous rappelle aussi la sortie en kiosque de notre dernier magazine, Congo, Silence on tue, consacré à la situation au Kivu et aux martyrs de cette population, dont 10 millions de personnes ont été tuées en 30 ans. Ça se retrouve dans tous les kiosques et sur notre site internet www.omertamedia.fr. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Jean Messia. Bonjour Jean. Bonjour Charles. Alors tout le monde vous connaît, mais je vais quand même rappeler qui vous êtes pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore. Vous êtes haut fonctionnaire, vous êtes énarque, vous êtes économiste, porte-parole de Reconquête et, c'est une nouvelle ligne à votre biographie, à votre CV, candidat Reconquête à la mairie d'Évreux. Alors ma première question, pourquoi avoir décidé de vous lancer dans l'arène politique à l'occasion de ces prochaines municipales et en Normandie, région que j'affectionne tout particulièrement? Je crois que la reconquête de la France ne peut pas se faire sans la reconquête de nos territoires et de nos villes. Bon, le calendrier électoral nous donne l'opportunité de présenter des candidats à partir de maintenant pour les élections municipales qui se dérouleront le 15 et le 22 mars 2026. Donc j'ai décidé effectivement de concourir pour essayer de gagner cette ville qui est en fait un laboratoire très intéressant du macronisme de manière générale et de toutes les erreurs qui ont été faites en France depuis une cinquantaine d'années. D'abord, dans cette ville, j'ai des attaches familiales, donc ce n'est pas une candidature qui est faite au hasard. Il se trouve que mon stage ENA, je l'ai fait à la préfecture de l'Eure, à Évreux. J'y suis resté 7 mois, mais à l'époque, le poste de directeur de cabinet du préfet étant vacant, j'ai eu la chance de faire l'intérim en tant qu'élève de l'ENA, l'intérim du directeur de cabinet du préfet. Et donc, ce fut une expérience extrêmement formatrice, très intéressante sur le plan du fonctionnement du département et singulièrement de la ville d'Évreux. Aujourd'hui, si vous voulez, à Évreux, on a tous les ingrédients que nous combattons finalement à Reconquête. On a d'abord une paupérisation croissante. Avec le maire actuel, le pourcentage de logements sociaux est monté à 40%. Et le maire veut encore l'augmenter. Le même maire qui vous explique que la délinquance et la criminalité s'expliquent par des déterminismes sociaux et n'ont rien à voir avec des phénomènes comme le phénomène migratoire, par exemple. Donc ce maire n'est pas à une contradiction près. Il nous explique que plus il va augmenter les logements sociaux, plus il va y avoir de la délinquance et de la criminalité, en fait.
Ce qui m'amène au deuxième point, l'explosion de l'insécurité. Dans une ville qui, en plus, refuse obstinément de mettre des caméras de surveillance. Un peu, alors que c'est un maire de droite, Guy Lefranc, qui a commencé chez les LR. Il n'y a pas de caméras de vidéosurveillance. Donc, je ne sais pas pourquoi. Alors que la ville a un taux d'endettement extrêmement élevé. Je crois que ça dépasse les 7 500 euros par habitant, sachant qu'il y a à peu près 50 000 habitants dans la ville. Donc c'est une ville dont il faut assainir les finances publiques. C'est une ville dont il convient de relancer la prospérité, puisqu'on a un très joli centre-ville, mais qui se meurt. Alors c'est la problématique de beaucoup de villes en France. Mais là, en l'occurrence, voilà, il y a des grandes surfaces et des centres commerciaux et des zones commerciales qui ont été installées un peu comme partout en France, en périphérie des villes. Il ne s'agit évidemment pas de jouer la concurrence entre les deux, parce que le maire que je veux être est tout à fait sensible, si vous voulez, à ces zones commerciales qui sont pourvoyeuses d'emplois, de recettes fiscales locales, etc. Donc, il n'est pas question d'y toucher, mais on peut aussi avoir une forme d'écologie urbaine qui permettent d'insérer le commerce du centre-ville dans la vie du centre-ville, avec par exemple une gratuité de stationnement le week-end, une facilité d'accès avec les transports en commun. Je pense qu'il y a une manière de jouer les synergies entre la périphérie commerciale et le centre-ville historique. Voilà. Il y a évidemment des choix budgétaires et politiques à faire. Comment peut-on, alors que la ville est endettée à hauteur de 80 millions d'euros, comment peut-on continuer à consacrer 4 millions d'euros aux associations chaque année? Enfin, quel contrôle il y a sur l'utilisation de ces fonds? Qu'est-ce qu'elles font? Est-ce qu'il y a un retour sur investissement? Voilà, donc il va y avoir des choix. Guy Lefranc, qui a commencé, comme je le disais, chez les Républicains, est devenu le Macron local, si vous voulez, parce qu'aujourd'hui, il rempile pour un 3e mandat. Ça fait déjà 12 ans qu'il est au pouvoir. Il rempile pour un 3e mandat. La scène politique locale s'agrège, toutes les rentes qui ont gouverné la ville s'agrègent autour de lui. Alors, il a été rejoint par les socialistes, par les centristes, par les LR. Et je crois récemment que la candidate de LFI songerait à se retirer également à son profit. Donc c'est comme Macron en 2017, l'espèce de chaloupe qui est jetée à la mer dans le Titanic, par le Titanic, et sur laquelle s'agrègent encore une fois toutes les premières classes qui ont dirigé la ville depuis maintenant une dizaine d'années. Et moi, je n'ai qu'un seul slogan pour Évreux: Make Évreux Great Again. Alors là, justement, vous le disiez, c'est un laboratoire intéressant, cette terre d'Évreux et l'Eure en général, puisque là, vous êtes sur les terres du nouveau Premier ministre, Sébastien Lecornu, de Bruno Le Maire, son mentor, et puis vous êtes sur un département qui a très largement basculé du côté du Rassemblement national. Quel changement, justement, à l'occasion de cette campagne électorale, vous observez chez les électeurs? Est-ce qu'il y a vraiment un basculement à droite du côté du RN, peut-être de votre côté? Comment vous sentez le terrain? Si vous voulez, de manière générale, sur l'Eure, l'Eure cristallise toutes les problématiques que l'on retrouve dans la France périphérique, ou ce qu'on appelle la diagonale du vide. Je ne parle évidemment pas des grands centres urbains, je parle du reste du département, de l'Eure. Et donc, vous avez des populations qui ont été abandonnées, totalement abandonnées par les pouvoirs publics depuis maintenant un demi-siècle. Pouvoirs publics qui ont préféré accorder des priorités, des discriminations positives à des zones périurbaines dans les grandes métropoles françaises, en délaissant complètement la France rurale et la France des villes petites et moyennes. Voilà, donc ces populations ont été mises en direct, frontalement, en concurrence déjà avec la mondialisation, libérale. Donc ce sont des zones qui se sont totalement désindustrialisées. Ce sont des zones agricoles qui subissent de plein fouet la concurrence déloyale, si vous voulez, de toute l'agriculture importée, y compris d'ailleurs importée de l'intérieur de l'Union européenne, puisque on sait très bien que les conditions agricoles, les conditions pour cultiver la terre en Roumanie ou même en Espagne ne sont pas les mêmes
que celles qui prévalent chez nous. Ces gens-là n'ont pas les mêmes normes environnementales, sanitaires, etc., que chez nous. Donc les pouvoirs publics, comment dirais-je, ont sont polarisés, si vous voulez, sur la concurrence pure, non faussée, tous ces gros mots idéologiques, mais ils n'ont jamais compris que derrière, il y avait des réalités humaines, de gens qui souffraient, parce qu'ils ont beau baisser leur prix, ils ont beau faire des efforts, ils ont beau ne pas se payer du tout ou peu se payer, rien n'est jamais assez pour concurrencer la Chine, la Bulgarie, la Roumanie, l'Espagne, le Portugal. C'est vrai pour l'agriculture, c'est vrai pour l'industrie. On a non seulement, si vous voulez, un phénomène de désindustrialisation qui touche le département, ça, comme le reste de la France, mais je crois qu'il y a un phénomène dont on parle assez peu, en tout cas on ne le formule pas comme ça, c'est un phénomène que j'appelle de désagriculturation, c'est-à-dire une perte permanente de nos agriculteurs, de nos fermes, de nos élevages, de nos cultures, etc. Il y a une attrition de notre activité agricole et de ceux qui ont ces professions, exactement sur la même tendance que la désindustrialisation, même si c'est avec un temps de décalage, parce qu'effectivement, la politique agricole commune a permis au départ de freiner le phénomène. Mais aujourd'hui, le phénomène de désagriculturation suit exactement la même tendance et bientôt le même rythme que la désindustrialisation. Donc quand vous n'avez plus d'industrie et que vous n'avez plus d'agriculture, qu'est-ce qui se passe? J'ajoute à cela qu'évidemment la folle politique migratoire qui a été conduite ces 50 dernières années avec une espèce d'accélération du délire depuis que Macron est président, oblige, si vous voulez, depuis quelque temps, les départements ruraux à accueillir les quotas de migrants qui arrivent en Europe. Donc c'est comme ça qu'on se retrouve dans des petits villages tranquilles, isolés, avec des foyers d'Afghans, de Pakistanais, de Bangladais, etc. Donc ces gens-là, donc les Français qui habitent ce département, comme d'ailleurs beaucoup d'autres Français en France, vivent de plein fouet à la fois le déclassement économique et social et le remplacement migratoire. Et cela se traduit effectivement par des scores très forts de tous les partis qui au fond, s'opposent à cette logique en disant que ce n'est pas du tout une logique fataliste, c'est-à-dire reconquête et le Rassemblement national. Alors il y a un autre sujet qui agite l'actualité, c'est... Quelle trajectoire d'assimilation identitaire à la France, de quelle acculturation à la France a-t-elle pu exciper pour se voir récompensée par la nationalité française? Le problème, si vous voulez, c'est que, je répondrai à votre question dans un instant, mais parce que ça, c'est un point très important. Le problème, si vous voulez, c'est qu'au cours des 50 dernières années, la folle politique migratoire et ce dont on parle beaucoup moins, la tout aussi folle politique de naturalisation a grimé en français des gens qui, objectivement, n'ont rien à voir avec la France, parfois qui ne parlent même pas français. Et donc, nous avons créé ainsi en France une sorte de contrefaçon de français. C'est-à-dire des gens qui ont la nationalité française, qui sont français administratifs, mais qui n'ont strictement rien à voir avec la France, ni dans leur mode de vie, ni dans leur manière de s'habiller, ni dans leur manière de se comporter, ni dans leur manière de s'insérer dans l'espace citoyen français. Et là, je dirais que nous avons, à travers cette politique de naturalisation totalement délirante, créé la plus gigantesque usurpation collective d'identité jamais connue dans l'histoire de France. Et c'est en fait pour ça que nous avons créé sur notre territoire des peuples, alors j'allais dire des peuples dans le peuple, c'est vrai, mais on vous dira, ben non, puisque ces peuples-là ont la nationalité française. Mais à partir du moment où on considère que n'importe qui, venant de n'importe où, se comportant n'importe comment, parlant n'importe quelle langue, s'habillant n'importe comment peut être français, ben effectivement, alors la terre entière est française. On en est, tenez-vous bien, à vous expliquer que, après tout, si les gens respectent la loi et qui travaillent et qui payent leurs impôts, c'est des Français. Pourquoi vous voulez les exclure? Ben non, monsieur. On peut respecter la loi, c'est un minimum. Payer ses impôts, c'est un minimum. C'est pas ça qui définit
ce qu'est un citoyen français. Vous savez, je l'ai dit et répété à maintes reprises, quel est le document, par quel document vous prouvez que vous êtes français? Le document a un nom, et les mots veulent dire quelque chose. C'est la carte nationale d'identité. Je répète, la carte nationale d'identité. C'est-à-dire que c'est une carte, donc c'est un élément matériel, d'accord, documentaire, administratif, mais qui ne saurait se comprendre sans la nation et l'identité qui lui est accolée. La réalité, c'est qu'à la base, la carte nationale d'identité, c'est un triptyque consubstantiel, inséparable. Or, par les deux politiques d'immigration folle et de naturalisation folle, on a disloqué ce triptyque qui, à la base, était censé être indissociable. Vous avez des gens qui ont la carte, mais qui n'ont ni la nation ni l'identité. Donc, à moins de considérer, si vous voulez, que la France n'est qu'un marché, alors là, oui, si la France c'est un marché et que vous êtes un agent économique qui travaillait, qui payait vos impôts et qui ne posait pas de problème, vous pouvez être considéré comme français. Mais est-ce que la France n'est qu'un marché? La France, c'est une histoire. La France, c'est une culture. La France, c'est une allégeance à des batailles, à une mémoire collective. D'accord? C'est pas simplement la superficie épidermique d'activités professionnelles ou de comportements fiscaux. Et donc, voilà, on en est réduit à définir un Français juste parce qu'il respecte des choses. Alors donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un Brésilien qui débarquerait en France et qui respecterait les lois françaises devrait être considéré à ce seul fait, et pour ce seul fait, comme Français? Bien sûr que non. Donc si vous voulez, et j'en viens à la question que vous m'aviez posée en première instance, à savoir la flottille de la liberté. Pourquoi y a-t-il une flottille de la liberté pour Gaza et pas une flottille pour la liberté pour le Congo? Puisque vous venez de faire un excellentissime travail sur ce dossier. Pourquoi il y a une flottille de la liberté pour Gaza et pas un convoi de la liberté vers l'Ukraine? Pour une raison très simple. C'est parce qu'en France, nous avons entre 10 et 15 millions de musulmans, dont une grande partie a une allégeance extrêmement forte vis-à-vis de leurs coreligionnaires qui sont à Gaza. Et donc en réalité, ce môle populationnel et religieux important est en train d'attirer la France dans un conflit qui, si la France était restée la France et que nous n'avions que peu ou pas de musulmans, serait en réalité un conflit étranger. Qu'est-ce qui fait que ce conflit prend ses proportions sur notre sol? C'est pas vous, c'est pas moi, c'est pas les Français d'identité française. Je parle pas des islamo-collabos d'extrême gauche, hein, de la France insoumise, etc., dont on a bien compris qu'ils instrumentalisaient ces pauvres musulmans en leur faisant croire qu'ils sont des leurs et qu'ils poussent leurs pions, etc., mais uniquement pour leur gueule, en fait. C'est uniquement pour que ils pensent que tous les musulmans vont voter pour eux juste parce que ils accordent une importance à Gaza plus importante qu'ils n'ont vis-à-vis de la France. C'est la double allégeance qui pose problème, selon vous? Ben, si elle était double, déjà, ça serait pas mal. Mais je crois qu'elle n'est même pas double, en fait. Moi, j'ai vu des gens, si vous voulez, ne pas s'émouvoir des musulmans. Je ne dis pas que tous les musulmans sont ainsi, mais j'ai vu des musulmans davantage s'émouvoir des images qui nous arrivent de Gaza que des images qui nous sont arrivées de Charlie Hebdo. Vous avez en France, et c'est une réalité, ça ne concerne pas tous les musulmans, Dieu merci, mais ça concerne quand même une très forte proportion des gens qui sont plus enclins, je dirais, à être touchés par un Gazaoui qui se casse un ongle à 4000 km de chez nous, plutôt que par 10 Français qui se font trucider en bas de chez lui, en France. Donc c'est là où on voit, si vous voulez, c'est pas parce que vous portez la nationalité française que votre cœur, votre âme, votre esprit est tout dédié à la France. Évidemment qu'on a le droit d'avoir une petite allégeance, en tout cas un petit pincement pour son pays d'origine. Moi, je peux pas. Vous l'avez pour l'Égypte? Bien sûr. Ou pas? Moi, je peux pas vous dire que quand je vois une nouvelle sur l'Égypte sur l'Égypte dans les médias, pour moi, c'est pas comme n'importe quel pays. J'y suis né. Voilà, mes parents sont égyptiens et mes arrière-grands-parents, ça remonte au pharaon, si vous voulez. Donc, bien sûr que je conserve
une affection particulière pour l'Égypte. Mais pourquoi j'en parle jamais? Parce que je trouve qu'aujourd'hui, nous avons une fâcheuse tendance à exacerber et à glorifier les origines. Je n'entends jamais les gens dire « je suis fier d'être français ». Par contre, j'entends beaucoup de gens vous dire « ah, mais moi je suis fier d'être marocain, je suis fier d'être tunisien, je suis fier d'être malien, je suis fier d'être algérien ». Très bien mec, mais t'es en France. Et en plus tu portes la nationalité française. À la vérité, en France, on n'en a rien à talquer de tes origines. On s'en fout de tes origines. Ce qu'on veut en France, c'est que les gens soient fiers d'être français. Qu'ils soient fiers de tout leur pays d'origine. Je n'y vois aucun inconvénient, mais pourquoi imposer cette espèce de suprémacisme alter-identitaire des origines à un pays dont ils portent pourtant la nationalité et dont ils devraient, de prime abord, exprimer leur affection et leur allégeance? Ça existe aussi côté israélien. Meir Habib, par exemple, a été conseiller de Benjamin Netanyahou. Est-ce que ça vous pose aussi problème? Si vous voulez, on met toujours dans la balance voilà, ces deux choses-là. S'il y avait en France, comment dirais-je, tout un parti politique constitué de Meir Habib, d'accord, et si on avait en France 10 à 15 millions de juifs qui voulaient nous imposer leurs papillotes, leurs cachères partout, qui tous les matins se réveillent avec une revendication identitaire différente, ça poserait problème. Évidemment. Évidemment, mais pour l'instant, c'est pas ça. On ne peut pas, si vous voulez, comparer 300 000 juifs qui sont difficilement visibles à l'œil nu parmi 67 millions de personnes et 10 à 15 millions de personnes, dont des millions de femmes voilées, des millions de gens en camis, des quartiers entiers qui sont désormais régis par la charia où vous ne pouvez pas trouver ni de l'alcool ni du porc. C'est quand même pas pareil. Donc pourquoi chercher à nous inventer un problème fantasmatique qui n'existe pas, si ce n'est que pour mieux s'aveugler ou pratiquer une cécité militante vers le vrai problème qui, lui, existe aujourd'hui, qui s'appelle le totalitarisme islamique. C'est lui qui nous menace. Au nom de qui on commet les attentats en France depuis des années? Les coups de couteau qui frappent chaque jour des dizaines de Français, qui c'est qui les administre? Enfin, je veux dire, à un moment, si vous voulez, faut arrêter de se voiler la face, pardon du jeu de mots. Alors pour vous, justement, la reconnaissance de l'État palestinien par Emmanuel Macron et par un certain nombre de pays en Europe et dans le monde, c'est quoi? C'est une faute? C'était prématuré? Ou c'était finalement l'étape nécessaire pour pouvoir créer les conditions d'un accord entre États avec Israël? Alors, je vais vous répondre en deux temps. Sur le plan strictement conjoncturel, effectivement que c'est une faute grave. Parce qu'il ne vous a pas échappé que le Hamas est toujours au pouvoir à Gaza. Affaibli, certes, avec des têtes d'affiche qui ont été éliminées, certes, mais enfin, il est toujours au pouvoir, il détient toujours les otages. Il n'a pas été défait au point que les otages errent dans les rues de Gaza et n'attendent plus qu'on les accueille. Donc il y a des gens qui détiennent encore des otages, donc le Hamas est toujours là. Comment est-il possible, après ce qui s'est passé le 7 octobre, après la guerre contre le Hamas, qui, je rappelle, est un mouvement terroriste. Ça n'est ni un mouvement de résistance, ni un mouvement, comment dirais-je, de représentation de la totalité des Palestiniens. Mais c'est un mouvement terroriste, et à Gaza, il représente près des 2/3 des Gazaouis. Bon, vous savez, lorsque les bombardements en 1944 ont touché des villes comme Dresde et ont fait des centaines de milliers de morts, ou Nuremberg, le lendemain des bombardements, il y a un conseiller qui était voir Churchill et qui lui a dit « Monsieur le Premier ministre, la mission a été un succès, mais il y a beaucoup d'Allemands innocents qui sont morts. » Et Churchill a eu cette phrase incroyable, il leur a dit « Il n'y a pas d'Allemands innocents. » Sous-entendu, dans le Troisième Reich, sous Hitler, il n'y avait pas d'Allemands innocents. Et pourquoi a-t-il dit ça? Pas parce que Churchill était particulièrement un monstre, c'est parce qu'on ne peut pas gagner une guerre juste en ayant les yeux rivés sur les dommages collatéraux et les innocents. Si on avait pratiqué cette vision-là au moment de la Seconde Guerre mondiale, Hitler serait encore au pouvoir. Donc le Hamas, ce qui se passe à Gaza n'est pas un génocide, c'est une guerre, qui est une guerre probablement très meurtrière, mais qui est responsable du prolongement insensé de cette guerre et du fait qu'il y ait des innocents tous les jours qui tombent? C'est le Hamas. Si le Hamas, d'entrée de jeu, au bout de quelques semaines, avait dit « Ok, stop,
on libère les otages, on dépose les armes et on lance, un processus politique à l'intérieur des territoires palestiniens, la guerre se serait arrêtée. Comment Israël aurait pu tenir face à Rappelez-vous de Sadat. Lorsque Sadat a pris de court les Israéliens, d'accord, le Sinaï était occupé, Sadat a dit « Je vais aller à Jérusalem et je vais proposer la paix ». Le truc était tellement incroyable qu'au départ, les Israéliens ne le croyaient pas. Mais quand Sadat s'est rendu à Jérusalem, le premier président arabe et musulman à aller en Israël pour dire maintenant on arrête, ça suffit le sang, ça suffit les larmes, on est voisins, on va faire un traité de paix. À l'époque, Sadat avait supplié les Palestiniens de l'accompagner à Jérusalem. Il a été traité de traître. La plupart des pays arabes, l'Arabie saoudite, etc., qui payaient à l'Égypte des sommes considérables pour l'aider, ont coupé leur financement du jour au lendemain. C'est ça qui explique. Les Américains ont dit à Sadat, t'inquiète pas, si l'Arabie saoudite coupe les financements, c'est nous qui prendrons le relais. Ce qui fait que l'Égypte est encore aujourd'hui, avec Israël, le deuxième pays le plus aidé par les États-Unis sur le plan de l'aide internationale. Les Israéliens n'ont pas tenu le choc. Même si au départ, vous aviez énormément d'Israéliens qui étaient contre, parce qu'ils savaient que signer un traité de paix signifiait de restituer le Sinaï face à la communauté internationale et à la gêne que leur a provoqué Sadat en allant sur leur sol leur demander la paix, ils ont signé la paix et ils ont restitué le Sinaï. Donc qui peut imaginer que si le Hamas avait dit on dépose les armes, on rend les otages et maintenant nous sommes prêts, on arrête, on a fait le 7 octobre, vous nous avez massacrés, on vous a massacrés, maintenant on arrête tout et on lance un processus politique, évidemment que la guerre se serait arrêtée immédiatement. Mais le problème, c'est que contrairement à Sadat, le Hamas ne veut pas la paix avec Israël. Pour une bonne et simple raison, c'est qu'il ne veut pas la paix avec quelque chose qu'il continue à appeler l'entité sioniste et dont le seul objectif, c'est la disparition. Donc ce n'est pas un partenaire, c'est un homme à abattre, Israël. Donc à partir de là, ça n'est plus possible. Il ne peut pas le faire. Donc ça, c'est sur la première chose. Et la deuxième, de manière un peu plus structurelle, il faut bien se rappeler de ce qui s'est passé dans ce conflit. En 1948, l'ONU, enfin plutôt en 1947, l'ONU émet un plan de partage de ce territoire entre juifs et arabes. Il donnait 46% du territoire aux arabes. Donc en gros, toute la Cisjordanie et Gaza. Les Arabes ont dit à l'ONU « fuck, on ne veut pas de votre plan de paix, puisque de toute façon, entre l'Égypte, la Jordanie, la Syrie, nous allons faire une guerre. Israël n'est même pas équipé, ils viennent d'arriver, c'est une bande de va-nu-pieds qui ne sont pas armés, etc. Ça va être plié en 2 mois. Et on va tout récupérer, on va les foutre à la mer. » 4 guerres plus tard et 4 défaites, les Arabes ont tout perdu. Donc vae victis. Pourquoi faudrait-il, si vous voulez, que Israël restitue des terres qu'elle a gagnées par la guerre? Mais dans ce cas-là, si la guerre ne crée pas des situations définitives, et si tout est négociable après coup, mais pourquoi, par exemple, la Turquie musulmane ne rendrait pas les territoires qu'elle a acquis par la guerre aux chrétiens? Pourquoi Erdogan ne rend pas Sainte-Sophie en la retransformant en cathédrale? Enfin, vous comprenez que la question n'est même pas de savoir qui était là avant, parce que ça, je le lis partout. Ah oui, mais les Juifs étaient là avant. Mais non, il y a une trace arabe qui est bien plus... On s'en fout de ça. L'histoire est faite de flux et de reflux, de conquêtes, de guerres, de victoires, de défaites, qui créent des situations. Donc la Russie, par exemple, ne rendra jamais le Donbass? Pour l'instant, en tout cas, si toutes les tentatives pour faire la paix échouent, vous allez faire quoi? Vous allez déclarer la guerre nucléaire à la Russie pour récupérer le Donbass? Il est là le problème. Quel prix est-on prêt à payer pour rétablir des situations? Ce que je veux dire, c'est que les Arabes et les musulmans, de manière générale, ne sont pas, bien placés pour donner des leçons à Israël sur les conquêtes territoriales. Il faut quand même se souvenir que l'islam et les Arabes se sont, répandus à travers la planète par les guerres, les conquêtes qui ont toutes été définitives. Qui demande aujourd'hui aux musulmans de rendre l'Algérie, de rendre l'Égypte aux Coptes,
de rendre la Syrie aux Assyriens, de rendre l'Irak aux Chaldéens. Enfin, c'est ridicule. Ou de rendre la Turquie à l'Empire byzantin d'Orient. C'est ridicule. Surtout quand ce sont les Arabes et les musulmans eux-mêmes qui ont déclaré la guerre. Tu as déclaré une guerre. Tu n'as pas voulu du droit international. Tu as perdu. Malheur aux vaincus. Qu'est-ce que vous voulez faire? Alors, il y a quand même une tentation israélienne qui est de ne jamais rendre la bande de Gaza, même pas aux Arabes, d'ailleurs aux Palestiniens, en fait. Et puis, dans la colonisation en Cisjordanie, on voit qu'il y a quand même une tentation de Benjamin Netanyahou et de ses alliés de conquête et d'expansion d'Israël. Est-ce que c'est quelque chose on sait qui porte atteinte à l'image d'Israël dans le monde, mais qu'est-ce que vous pensez de cette... Est-ce qu'Israël devrait, si le Hamas est neutralisé, rendre la bande de Gaza, se retirer de la bande de Gaza pour la laisser aux Palestiniens? Vous savez, moi je pense que... Enfin, moi je vous dis la vérité. Hein. Je sais que l'idée de la solution à deux États, c'est l'idée que tout le monde annonce, belle, à qui veut l'entendre. Y compris Trump, d'ailleurs. Y compris Trump. Mais bon, au fond, on est tous à le savoir que ce n'est pas possible. Vous savez, c'est aujourd'hui... Il n'existe pas aujourd'hui de réalité géographique à l'État palestinien. Genre la Cisjordanie, c'est devenu plus qu'un gruyère. Elle est pratiquement complètement... Il n'y a plus que des corridors, si vous voulez, où il y a des populations arabes. Donc, géographiquement, si vous voulez faire une solution à deux États indépendants, concrètement, comment vous faites? Parce que là, on ne parle pas de quelques colonies comme en 2005 qui étaient à Gaza, qui ont été facilement expulsables pour restituer la zone à l'autorité palestinienne à l'époque. Là, on parle de millions de personnes qui désormais, en tout cas de centaines de milliers de personnes qui vivent en Judée-Samarie. Parce que la Cisjordanie, il n'y a pas le Hamas, là c'est l'autorité palestinienne, c'est le Fatah. Tout à fait. Mais le problème, si vous voulez, c'est qu'encore une fois, la guerre et comment dire, l'entêtement arabe et palestinien à poursuivre la guerre sur des décennies a entraîné également du côté israélien un entêtement à l'empiètement et à la poursuite. Voilà. En fait, la question que je me pose aujourd'hui, c'est que imaginez une inversion des rôles. Imaginez qu'en 1948, les Palestiniens avaient dit « Ok, nous créons un État, on prend ce qu'on nous donne, on crée un État », et que c'était les Juifs qui avaient dit « Ah non, mais nous, on n'accepte pas ça. On va mener des guerres pour essayer de bouter les Arabes hors complètement de ces territoires et pour pouvoir tout récupérer. » Et que 50 ans plus tard, ou 70 ans plus tard, les Arabes avaient tout perdu. Enfin, les Juifs avaient tout perdu, pardon. On aurait dit quoi? Qui se serait mobilisé aujourd'hui? Est-ce qu'il y aurait eu des flottilles pour la liberté, là, pour des Gazaouis juifs qui sont là parce qu'ils ont perdu 4 guerres? Qui pourrait imaginer ce qu'aurait fait le Hamas à Israël s'il avait disposé ne serait-ce que de 10% de la technologie israélienne? Quand vous voyez les dommages qu'il a infligés à Israël avec des moyens rudimentaires, ce qui manque au Hamas pour faire du mal à Israël et pour tuer le plus de juifs possible, c'est juste la technologie et les moyens. L'intention, elle est là. Je ne pense pas, si vous voulez, que la totalité des Israéliens, leur seul but, c'est d'éradiquer les Palestiniens et de les tuer et de les mettre à la mer. Il y a probablement une poignée d'extrémistes qui est comme ça, mais pas tout Israël. La preuve, c'est que vous avez des journaux de gauche, vous avez des manifs contre Netanyahou, donc il y a toutes les sensibilités. Qui manifeste à Gaza? Qui a manifesté à Gaza contre le 7 octobre? Quelles sont les voix palestiniennes aujourd'hui qui s'élèvent pour dire « il faut qu'on arrête, il faut qu'on signe la paix avec Israël » Quel est le Sadat palestinien aujourd'hui qui aura ce courage de dire « ok, on reconnaît Israël et on signe la paix avec Israël et on veut que nos enfants vivent en paix » Vous vous rappelez de cette fameuse phrase de Golda Meir? La paix adviendra le jour où les Arabes se mettront à aimer leurs enfants davantage qu'ils nous détestent. On n'en est pas là. Mahmoud Abbas a quand même condamné le Hamas, et puis on sait qu'il y a le Hamas, c'est l'ennemi du Fatah d'ailleurs. L'émergence du Hamas s'est faite au détriment du Fatah. Il a quand même condamné le Hamas. Est-ce que ça en fait pas finalement quand même un partenaire potentiel qu'il faudrait aider, qu'il faudrait pousser, au-delà des éléments de langage de Mahmoud Abbas sur la situation dans la bande de Gaza? Est-ce que
on n'est pas quand même avec Benjamin Netanyahu passé quand même dans une espèce de vision messianique, de projet messianique de conquête territoriale au-delà du 7 octobre, etc. Est-ce que c'est pas l'occasion pour les plus radicaux israéliens quand même d'une extension territoriale en règle? Bah, le problème, si vous voulez, c'est que à force de radicalité dans le camp arabe et musulman d'en face, sur des décennies, eh bien, ça a contribué à faire taire les meilleures volontés en Israël. Comprenez? Qui n'existe plus, à votre avis? Bah, qui n'ont pas la voix qu'ils avaient du temps d'Yitzhak Rabin, par exemple. On peut être d'accord là-dessus. Bon, vous savez, pour faire la paix, il faut être deux. Et le problème, c'est que les choses ont tellement duré du côté, la haine a tellement duré du côté arabe et palestinien vis-à-vis d'Israël. Les velléités de destruction d'Israël, d'éradication d'Israël, quand ce ne sont pas des velléités antisémites qui sont omniprésentes, ben, au bout d'un moment, si vous voulez, la société d'en face, même si il y a 30 ou 40 ans, il y avait encore des gens qui pouvaient croire dans une solution à deux États, dans la paix, etc., à force de radicalité islamique, la société israélienne s'est braquée. Je vous rappelle quand même que Netanyahou, il n'est pas arrivé au pouvoir par un coup d'État. Il a été élu et réélu. Ce qui n'était pas arrivé, par exemple, dans les années 80, il y avait toujours des alternances entre les travaillistes, qui étaient plutôt de gauche, plutôt favorables à la paix, et le Likoud, qui était plutôt de droite, qui s'alliait avec des partis extrémistes, mais qui n'avaient pas encore à l'époque le pouvoir qu'ils ont aujourd'hui. Donc le problème, c'est encore une fois, quand vous voulez faire la paix et qu'en face, la porte est fermée, verrouillée à double tour, et qu'en plus, le seul moment où elle s'ouvre, c'est pour vous violer, vous tuer, vous massacrer, vous attaquer, ben, le problème, c'est que vous asséchez les bonnes volontés côté israélien, vous asséchez le désir, le souhait côté israélien de signer la paix. Quelle confiance accorder à des Palestiniens qui, pendant 80 ans, c'est pas rien, ont eu pour seul objectif d'éradiquer Israël de la surface de la planète. Il faut aussi se mettre, si vous voulez, un moment dans la psyché du peuple israélien, qui évidemment est attaqué de toutes parts par une rue arabe globale. Même les pays qui ont signé la paix avec Israël. La rue arabe globale n'est pas favorable à Israël. Aller dans la rue arabe et oser juste dans un café entre deux chichas dire que peut-être qu'Israël a raison sur tel point, vous allez voir ce qui va vous arriver. Donc ils sont dans un océan de haine et c'est pas très encourageant, ça ne facilite pas l'émergence en Israël de colombes prêtes à signer la paix, avec qui d'ailleurs, notamment après le 7 octobre. Donc qu'il y ait en Israël un raidissement des positions vis-à-vis des Arabes, c'est une conséquence. Ce n'est pas une cause, parce qu'on nous dit « Ah ouais, mais Israël, Netanyahou, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sous forme de question, ils sont dans une dérive messianique, etc. » Mais à supposer, mais en face, ils ont quoi? Vous croyez que le Hamas et les frères musulmans, etc., ne sont pas dans une dérive suprémaciste? Quand le Hamas dit « il faut éradiquer Israël, il faut récupérer toute la terre », c'est quoi? C'est pas une dérive messianique, raciste, suprémaciste, totalitaire? Il est là le vrai sujet. Le suprémacisme à la base. Quel est le suprémacisme à la base qui veut éradiquer l'autre? Parce qu'aujourd'hui, vous me dites Israël est messianique, sans doute. Mais est-ce que Israël était ainsi il y a 20 ans ou 30 ans? Non. Par quel processus on en est arrivé là? Ben parce qu'en face, vous avez que des totalitaires et des suprémacistes et des fanatiques. Donc en fait, il y a un messianisme, irrédentiste, auquel la société israélienne a fini par répondre en mettant au pouvoir des gens qui sont capables de mettre un cran d'arrêt à ce suprémacisme en face. Là est la question. Vous avez interpellé récemment Elon Musk sur Twitter, qui vous a répondu d'ailleurs. Alors, est-ce que ça vous a surpris que finalement Elon Musk soit aussi accessible? Lui, quand même, la première fortune, la deuxième, je crois, depuis 2 semaines de la planète. Et est-ce que la liberté d'expression qu'on trouve sur la plateforme X ou sur certains médias alternatifs, dont Omerta, chers amis,
n'est pas menacé par, on dit les médias mainstream, mais en particulier par aujourd'hui l'audiovisuel public, qui on le voit avec l'affaire Patrick Cohen ou avec les positions de Delphine Ernotte, se radicalise. On a l'impression qu'on est dans une phase de radicalisation à l'extrême et extrêmement rapide en ce moment. Alors, est-ce que la réponse d'Elon Musk m'a surprise? Disons que j'ai une trop haute idée de moi-même pour avoir été surpris. Non, je déconne. Non, j'ai été très surpris et agréablement surpris. Ça s'est poursuivi d'ailleurs en off ou pas, les échanges? Vous avez eu des messages? En off, en direct, non, mais j'ai contact avec un certain nombre de ses proches collaborateurs, à qui d'ailleurs j'ai transmis un fichier avec les centaines de comptes, puisque j'avais fait en quelque sorte un appel à candidature, de tous ceux qui étaient de près ou de loin, parce que la censure, vous voyez, la censure, c'est plusieurs nuances de gris, si je puis me permettre. C'est-à-dire qu'il y a la censure pure et simple du compte qui est bloqué, suspendu, banni, mais vous avez aussi des censures plus sournoises, des invisibilisations, voyez, des shadow ban, des choses comme ça. Donc j'ai transmis un fichier. Je pense que Elon Musk est extrêmement attentif, et notamment en France, à la liberté d'expression, qu'il sait menacer, puisque l'une des veines jugulaires explicatives de l'acquisition de ce réseau, c'était précisément de pouvoir y établir la liberté d'expression qu'à l'époque, la direction progressiste de feu Twitter était extrêmement castratrice d'un certain nombre d'idées qu'il ne voulait pas voir circuler sur la plateforme. Donc, je suis heureux, si vous voulez, que Elon Musk continue à considérer ce trésor qu'est la liberté d'expression comme une de ses priorités, et nous avons vraiment beaucoup de chance. Moi, vous savez, contrairement aux gauchistes, moi, ça ne me dérange absolument pas que les Rima Hassan, les Thomas Porte, les Jean-Luc Mélenchon fassent des cartons sur X. Ils ont le droit de s'exprimer, mais je suis totalement en désaccord avec eux, et je lutte absolument contre leurs idées, mais il ne me viendrait pas à l'esprit de les censurer ou de les bannir. Mais je veux que ce qui s'applique pour eux s'applique aussi pour nous. Ou alors, à quoi leur sert-il de nous traiter d'extrême droite, de fachos, etc., quand nous sommes les victimes de tout ce que l'extrême droite et le fascisme a pu mettre en place, c'est-à-dire la censure, l'ostracisme, etc. L'interdiction des spectacles de Dieudonné, par exemple, c'est quelque chose qui, pour vous, est incompréhensible, est injustifiable? Disons que... Alors, je ne connais pas trop les sketchs de Dieudonné, mais j'en ai vu quelques-uns quand même. Je pense que lorsque, pour le coup, les choses rentrent dans le cadre de la loi, c'est-à-dire le racisme, l'antisémitisme brut, voyez, là, je ne suis pas tout à fait d'accord.